L'air stérile de l'aile de maternité de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, lourdement parfumé d'une odeur de jasmin artificiel, n'aurait dû représenter qu'un léger contretemps. Christophe de Montfort, puissant PDG du groupe immobilier Montfort Héritage, jeta un coup d'œil distrait à son Audemars Piguet. À ses côtés, Léa Vallet, 24 ans à peine et exhalant le sillage capiteux du parfum Lost Cherry de Tom Ford, faisait la moue pour prendre un selfie. « Christophe, je crois vraiment que c'est un ulcère. »« Ça me brûle », gémit elle. Christophe se contenta d'un grognement sourd, expédiant un énième email professionnel. Soudain, un tumulte éclata. Un brancard franchit brutalement les doubles portes battantes. Des voix urgentes résonnaient. Les constantes s'effondrent. Crise de cardiomyopathie du péripartum. Emmenez-la en salle de travail immédiatement. Christophe leva les yeux, agacé par le bruit, et son monde s'arrêta net. Trempée de sueur, d'une pâleur cadavérique, agrippée à son ventre atrocement gonflé, se trouvait Nathalie. Son ex-femme. Le sol en marbre poli du somptueux hall d'accueil lui parut soudain se dérober sous ses pieds, tels des sables mouvants. Le téléphone de Christophe, un joyau de titane et de verre d'une valeur de 3000 €, glissa de ses doigts engourdis. Il heurta l'épaisse moquette du salon d'attente exécutif avec un bruit sourd, presque silencieux. Nathalie. Ce n'était pas seulement le fait de la voir. C'était le contexte. Le brancard. La couverture blanche immaculée tendue à l'extrême sur une grossesse si avancée qu'elle en paraissait douloureuse. L'urgentiste qui aboyait un jargon médical auquel il ne comprenait rien. Crise de CMPP. Constante en chute libre. Christophe. Christophe. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es blanc comme un linge, on dirait que tu vas vomir. La voix de Léa, d'ordinaire un staccato aigu et plein d'assurance, résonnait maintenant comme le bourdonnement agaçant d'un moustique à son oreille. Il ne parvenait pas à tourner la tête. Il ne parvenait plus à respirer. Son regard restait désespérément verrouillé sur les portes automatiques qui venaient de se refermer derrière le brancard. Une barrière finale et définitive. J'ai cru voir quelqu'un, réussit-il à articuler. Les mots avaient le goût de la cendre dans sa bouche. Quelqu'un? Qui ça? Léa se leva, réajustant avec agacement la sangle de son sac Gucci Dionysus. Son inquiétude fabriquée de toutes pièces se dissolvait déjà dans l'impatience. Tu me fais plus peur que ce stupide mal de ventre. Enceinte. Nathalie était enceinte. Le calcul mental commença, une équation frénétique et terrifiante dans son esprit. Leur divorce avait été prononcé il y a 8 mois. 8 mois. Mais la séparation, les dernières semaines amères et agonisantes dans leur majestueux hôtel particulier, à quand remontait la dernière fois? Il était émotionnellement absent depuis 1 an, mais la séparation physique, elle, était bien plus récente. Il se souvint d'une nuit trouble, noyée dans le whisky et les regrets, une ultime tentative désespérée de ressentir autre chose que le vide étouffant qu'était devenu leur mariage. C'était juste avant qu'il ne s'installe dans son somptueux penthouse du 16e arrondissement. Mon Dieu! Christophe, je suis sérieuse, claqua la voix de Léa, montant d'un octave. Mon rendez-vous est dans un instant. Tu viens, ou tu vas rester là à fixer le vide comme un cadavre? Il tourna enfin la tête vers elle. Léa Vallet. Elle incarnait tout ce qu'il s'était convaincu de mériter. Jeune, ambitieuse, sans la moindre complication. Sa vie entière n'était qu'un fil Instagram méticuleusement mis en scène. Ses plaintes intestinales n'étaient, il le savait pertinemment, que le fruit de l'anxiété d'un week-end saturé de champagne et de mondanité. Elle était un symbole de statut, l'accessoire parfait pour couronner son empire immobilier de plusieurs milliards d'euros. Mais Nathalie avait été la fondation même de cet empire. Il avait passé la dernière année à se persuader que cette fondation était fissurée. Il avait raconté à ses amis, à son conseil d'administration, et à lui-même, que Nathalie s'était laissée aller, qu'elle s'était trop installée dans le confort. Elle, qui avait organisé des galas de charité irréprochables, qui avait relu ses prospectus financiers jusqu'au bout de la nuit, qui lui avait tenu la main lorsque son premier grand projet parisien avait failli le mener à la faillite. Il avait requalifié sa stabilité en stagnation, sa loyauté en manque d'ambition. Il disait qu'elle avait tout simplement cessé de faire des efforts. Il s'était confié à un collègue autour d'une entrecôteur de prix au Fouquet's, un homme de mon rang a besoin d'une partenaire, pas d'une encre. À présent, l'image de Nathalie sur ce brancard, vulnérable,
agonisante, mais luttant de toutes ses forces, venait de faire voler en éclats ce récit soigneusement construit. Ce n'était pas l'image d'une femme qui avait baissé les bras. C'était une femme qui se battait pour sa propre vie, et peut-être pour celle de son enfant. « Je ne peux pas, dit-il, la voix creuse. »« Tu ne peux pas quoi ? Ne pas venir, Christophe ? Tu as promis. Tu as dit que tu me tiendrais la main s'il devait me faire un examen. Je ne peux pas y aller, Léa. » Il se leva, les jambes tremblantes. Lui, l'homme qui dominait les salles de conseil, qui tenait tête au maire d'arrondissement, qui bâtissait des édifices redéfinissant l'horizon parisien. Il était terrifié. Je dois passer un appel. Vas-y. Je vais t'attendre. M'attendre comme un chauffeur ? L'offense fut immédiate. Cela ne correspondait pas à l'image de leur couple. Vas-y, Léa. S'il te plaît. L'urgence dans sa voix, une panique à l'état brut qu'il ne laissait jamais paraître, la réduisit enfin au silence. Elle plissa les yeux, une lueur de véritable suspicion traversant son visage parfait. Qui était-ce, Christophe ? Personne, mentit-il en se détournant. Juste un fantôme. Léa ricana avec mépris. Très bien. Fais comme tu veux. Ne sois pas surpris si je rentre en Uber. Elle s'éloigna d'un pas sec vers le cabinet du spécialiste, sa colère irradiant à chaque claquement de ses talons loup-boutins sur le marbre. Christophe ne la regarda pas partir. Il était déjà en mouvement, se dirigeant non pas vers la sortie, mais vers les ascenseurs de l'aile de maternité. Son esprit était un ouragan de questions sans réponse. Comment ? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit ? La CMPP ? Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? La culpabilité, froide et tranchante comme une lame, perça l'armure de son arrogance. Il n'avait pas simplement quitté sa femme. Il avait abandonné une femme enceinte, malade. Il l'avait laissée affronter cela, quoi que ce fût, dans une solitude absolue. L'effluve boisé et confiant de son eau de Cologne se mêla soudain à l'odeur piquante des antiseptiques. Et pour la première fois de son existence, Christophe de Montfort ressentit la puanteur suffocante de son propre échec. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur l'étage des salles de travail, et Christophe fut frappé par un mur de tension silencieuse. C'était un monde à des années-lumière du hall d'accueil aux allures de palace. Ici, la lumière était plus douce, l'air plus pesant, seulement rompu par le faible bip rythmique des moniteurs fétaux provenant de derrière les portes closes. Les infirmières se déplaçaient avec une détermination rapide et silencieuse qui le déstabilisa. Il se sentait totalement déplacé dans son costume sur mesure. Son reflet dans une vitre assombrie lui renvoya l'image d'un homme hanté, son expression d'ordinaire si dominatrice et confiante avait laissé place à un masque de panique pure. Il s'approcha du poste central des infirmières, un grand demi-cercle couvert de dossiers et d'écrans. Une infirmière aux yeux fatigués mais bienveillants leva la tête. « Je peux vous aider, monsieur ? » « Je cherche une patiente, » dit Christophe, la gorge nouée. « Elle vient d'être amenée. » « Une urgence. » Son nom est Nathalie. Nathalie Morel. Il avait failli dire Nathalie de Montfort. Les papiers du divorce avaient exigé qu'elle reprenne son nom de jeune fille. À l'époque, cela lui avait semblé être une coupure nette et nécessaire. Aujourd'hui, cela ressemblait à une nouvelle amputation. L'infirmière tapa le nom dans son système informatique. Son expression demeura neutre. « Je suis désolé, monsieur. Nous n'avons aucune patiente de ce nom actuellement enregistrée. » « Non, c'est impossible. Je viens de la voir. Elle était sur un brancard. Ils ont parlé de CMPP. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? » Le regard de l'infirmière se fit plus perçant. « Monsieur, même si elle était ici, je ne pourrais vous communiquer aucune information à moins que vous ne figuriez sur sa liste d'autorisation. C'est le secret médical. Je suis son. Je suis. Qu'était-il, au juste ? Je suis le père de son enfant. » Ces mots avaient une saveur étrangère sur sa langue, comme un dialecte qu'il n'avait plus pratiqué depuis des années. « À moins que vous ne soyez son époux légal ou sa personne de confiance désignée, je ne peux pas vous aider. » La muraille professionnelle était érigée. Poli, mais infranchissable. « Mais j'étais son époux, » protesta-t-il, la voix montant d'un ton, attirant le regard réprobateur d'une autre soignante. « Nous étions mariés. C'est mon bébé. » L'infirmière lui lança un regard imprégné par un millier de drames similaires.
Monsieur, je vais devoir vous demander de patienter dans le salon dédié aux familles. Si la patiente souhaite vous voir, elle demandera à quelqu'un de vous contacter. Vaincu, Christophe battit en retraite. Il arpenta le long couloir et trouva le salon des familles, une petite pièce au mur beige, équipée de chaises inconfortables et d'une télévision diffusant une émission de rénovation immobilière sans leçon. Il était seul. Le silence était assourdissant, uniquement comblé par le monologue frénétique qui se déroulait dans sa propre tête. Il avait quitté Nathalie. Le récit qu'il s'était inventé, et qu'il avait servi au monde entier, était celui d'un éloignement mutuel, d'une séparation à l'amiable. Nous voulons simplement des choses différentes. C'était un mensonge éhonté. Elle lui voulait des choses différentes. Il voulait l'ivresse de la nouveauté, la validation d'avoir une femme plus jeune à son bras, la liberté d'échapper à un mariage qui avait commencé à ressembler à un vieux pull confortable alors qu'il désirait revêtir une armure étincelante. Il se souvint du jour où il le lui avait annoncé. Ils étaient dans la cuisine de leur majestueux hôtel particulier, une somptueuse demeure qu'il venait de faire paraître dans les pages d'Architectural Digest. Nathalie arrangeait des fleurs coupées de leur jardin. « Je ne suis plus heureux, Nathalie », avait-il lâché, les mots cliniquement détachés. Elle s'était figée. Une rose jaune suspendue en l'air. « Que voulez-vous dire par vous n'êtes pas heureux ? Nous venons de signer l'accord pour le grand projet de la défense. Vous êtes sur le toit du monde. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit de nous. C'est devenu monotone, vous ne trouvez pas ? Nous sommes embourbés dans une routine. Nous dînons dans les 3 mêmes restaurants. Vous portez le même parfum. Nous n'avons pas eu de véritable connexion depuis des mois. » Elle l'avait regardé. Ses yeux, d'ordinaire si chaleureux, s'étaient refroidis d'une compréhension qui l'avait terrifié. « J'ai essayé de me connecter, Christophe. C'est vous qui enchaînez les dîners d'affaires jusqu'aux aurores. C'est vous qui avez les yeux rivés sur votre téléphone à chaque repas. Je suis là, Christophe. Mais vous, où diable étiez-vous ? » Il avait balayé ses arguments d'un revers de main. « C'est exactement de cela que je parle. Des reproches, de la rancœur. J'en ai assez. Je veux le divorce. » Il s'était attendu à des larmes. Il s'était attendu à des supplications. Il ne s'était absolument pas attendu à la dignité silencieuse et effrayante dont elle avait fait preuve. Elle avait simplement déposé la rose dans le vase, essuyé ses mains sur son tablier, et prononcé ces mots, « Si c'est ce que vous voulez, Christophe, alors vous devriez appeler votre avocat. Mais sachez-le. Vous êtes en train de commettre la plus grave erreur de votre existence. Et vous êtes un insensé. » Il avait alors rejeté ces paroles, les attribuant à la colère prévisible d'une femme bafouée. À présent, assis dans cette salle d'attente stérile, ces mots résonnaient avec la force destructrice d'une prophétie. Il sortit son téléphone, les mains tremblantes, et composa le numéro de son avocat. Pas son avocat spécialisé dans les divorces, non, son avocat d'affaires, un véritable requin nommé Maître Marc Tillet. « Christophe, quelle surprise. Je vous croyais en pleine négociation pour le contrat de Neuilly. Marc, je suis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Nathalie est ici. » Un lourd silence s'installa. Est-elle souffrante ? Elle est enceinte, Marc. Elle est en plein travail. Une urgence médicale absolue. Et je crois que c'est le mien. Un autre silence, encore plus long. Marc analysait la situation, non pas sur le plan émotionnel, mais strictement légal. Christophe, avez-vous la certitude que cet enfant est le vôtre ? Le calendrier correspond. C'est possible. C'est même plus que possible. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique, répondit Marc, sa voix dénuée de la moindre chaleur, que votre rupture nette vient de devenir monumentalement compliquée. Le jugement de divorce est définitif. Le patrimoine a été divisé. Mais la paternité est un tout autre champ de bataille. Si cet enfant est de vous, il ou elle devient votre héritier légal. Point final. Cela a un impact direct sur votre succession, vos parts sociales, tout votre empire. Votre contrat de mariage avec Nathalie est caduc en ce qui concerne la pension alimentaire de l'enfant. Et compte tenu de vos revenus, cette pension atteindra des sommets astronomiques. Sans parler de votre situation actuelle. Il faisait allusion à Léa. Il faisait allusion au conseil d'administration.
Un scandale de paternité très médiatisé était la dernière chose dont le groupe Montfort Héritage avait besoin. Que dois-je faire, murmura Christophe. Premièrement, vous ne dites absolument rien. Vous n'admettez rien. Vous attendez un test de paternité officiel. Vous ne signez aucun document. Vous ne proposez aucune aide financière. Vous êtes un simple civil dans cet hôpital. Est-ce bien clair? Vous n'avez aucun droit légal tant que la paternité n'est pas établie. Maintenant, retournez à votre bureau. Vous ne pouvez rien faire d'autre là-bas que d'aggraver la situation. Christophe raccrocha. Ne rien dire. Ne rien admettre. C'était le mantra de toute sa vie professionnelle. Mais alors qu'il restait assis là, l'image du visage de Nathalie, strié de sueur et ravagé par la douleur, se gravait au fer rouge dans son esprit. Il n'était pas un PDG en pleine négociation de fusion-acquisition. Il était un homme qui venait de découvrir qu'il allait être père, et de la pire des manières concevables. Il ne pouvait pas partir. Il s'y refusait. Il se moquait éperdument des conseils de Marc. Il avait besoin de la voir. Il avait besoin de savoir. La lumière aveuglante du bloc opératoire s'effaça, remplacée par la pénombre grise et miséricordieuse d'une chambre de réveil individuelle. La première sensation qu'éprouva Nathalie Morel fut une douleur sourde et lancinante irradiant depuis ses entrailles. La seconde fut un vide abyssal, une sensation d'absence vertigineuse. Il va bien, ma chérie. Il va bien. La voix de sa mère. Les paupières de Nathalie papillotèrent, luttant pour faire la mise au point. Jacqueline Morel était assise au chevet du lit, serrant fermement la main de sa fille. Le visage de Jacqueline, d'ordinaire une carte joyeuse de rides d'expression, était ravagé par l'épuisement et la terreur. Où est-il? Croassa Nathalie d'une voix asséchée. Ils l'ont emmené à la pouponnière sous surveillance. Par simple précaution. Il pèse 3 kg 200, ma petite Nathalie. Et il est absolument parfait. Une vraie tête de cheveux bruns, tout comme toi. Des larmes jaillirent des yeux de Nathalie, chaudes et soudaines. Il est en vie. J'ai cru que... Chut, vous êtes tous les deux en vie. Vous vous en êtes sortis tous les deux. Jacqueline pressa sa main, sa propre voix étouffée par l'émotion. Les dernières heures n'avaient été qu'un tourbillon de terreur, la pression soudaine et écrasante dans sa poitrine, l'incapacité de trouver son souffle, le diagnostic terrifiant qui planait au-dessus de sa tête depuis 8 mois. La cardiomyopathie du péripartum, ou CMPP, une insuffisance cardiaque rare déclenchée par la grossesse. Elle avait appris l'existence de cette maladie une semaine après avoir découvert sa grossesse, et elle avait découvert qu'elle attendait un enfant 2 jours après que Christophe eut apposé sa signature sur les papiers du divorce. C'était une cruauté du destin qui semblait presque biblique. Elle se tenait dans la salle de bain du petit appartement qu'elle avait loué, le chèque de règlement du divorce trônant, non encaissé, sur le comptoir de sa cuisine. Elle s'était sentie épuisée, mettant cela sur le compte du stress de la séparation. Mais cette fatigue était différente. C'était un épuisement cellulaire, profond. Les 2 lignes roses sur le test de grossesse lui étaient apparues simultanément comme une condamnation à mort et un miracle inespéré. Elle avait failli l'appeler. L'espace d'un instant, désespérée, elle avait serré son téléphone, son pouce planant au-dessus du nom de Christophe. Mais que lui aurait-elle dit? Félicitations, vous êtes libre. Au fait, je suis enceinte. Puis était venue la consultation médicale. La cardiologue, une femme bienveillante nommée Dr Rostand, l'avait fait asseoir, les résultats de l'électrocardiogramme entre les mains. Nathalie, la fraction d'éjection de votre cœur est dangereusement basse. C'est une CMPP. Cette grossesse impose un effort extrême à votre cœur. Nous devons discuter de vos options. Des options? Nathalie savait parfaitement ce qu'elle sous-entendait. Poursuivre cette grossesse représente un risque majeur pour votre vie. Un risque très important. Nathalie n'avait pas hésité une seconde. Je le garde. Nathalie, ce n'est pas un jeu. Vous pourriez en mourir. Alors je mourrai, avait-elle répondu, sa main couvrant instinctivement son ventre encore plat. Il est tout ce qu'il me reste. Elle avait choisi de ne rien dire à Christophe pour une raison à la fois simple et dévastatrice, sa propre dignité. Elle avait vu la façon dont il la regardait au cours de ces derniers mois, avec un mélange abject de pitié et d'impatience. Il la voyait comme un fardeau, un obstacle en travers de sa nouvelle vie étincelante.
Si elle lui avait parlé de l'enfant, il serait resté. C'était un homme obsédé par son héritage et sa lignée. Il serait resté et il aurait payé les meilleurs spécialistes du pays, mais il l'aurait fait par sens du devoir, non par amour. Il serait resté par culpabilité. Et chaque fois qu'il aurait posé les yeux sur elle, elle y aurait lu cette pitié, cette rancœur. Elle serait devenue une encre de chair et de sang, l'enchaînant à une existence qu'il avait déjà rejetée. Elle refusait d'être son fardeau. Elle refusait de mendier des miettes de son affection. Cet enfant, son enfant, méritait de naître de la force, et non de l'obligation. Elle ne s'était donc confiée à personne d'autre qu'à sa mère. Elle avait utilisé l'argent de l'accord de divorce, cet argent qu'elle comptait investir pour lancer sa propre agence de paysagisme, afin de payer le flux incessant et angoissant des consultations de spécialistes, des échocardiographies et des traitements médicaux lourds. Elle avait passé ses nuits seule, la main posée sur son ventre qui s'arrondissait, surveillant sa propre tension artérielle, terrifiée à l'idée que la moindre palpitation soit le signe d'un arrêt cardiaque imminent, priant le ciel de tenir bon juste assez longtemps pour le mettre au monde. Et elle y était parvenue. Elle l'avait fait, toute seule. Il est là, dit Jacqueline, la voix baissant d'un ton, arrachant Nathalie à ses souvenirs. Le cœur de Nathalie, ce même organe qui l'avait si cruellement trahi, fit un bond douloureux. Qui ça? Christophe. Il est dans le couloir. Il vous a vu quand ils vous ont transporté. Il est là depuis des heures, exigeant de vous voir. Une colère froide et aiguisée transperça l'épuisement de Nathalie. Il était là. Il avait osé amener sa nouvelle maîtresse d'une vingtaine d'années dans cet hôpital. L'audace de cet homme était stupéfiante. Il avait paradé sa nouvelle vie sous ses yeux pendant des mois, son visage s'étalant dans les pages mondaines du Figaro avec cette fille à son bras. Et maintenant, il osait se présenter ici, à l'instant de sa plus grande vulnérabilité, pour revendiquer une part du miracle qu'elle avait payé de sa propre chair et de son âme. « Dites-lui d'aller au diable », murmura Nathalie, les mots ayant le goût de l'acide. Nathalie, ma chérie, il a l'air anéanti. Il ne savait pas parce qu'il n'a jamais pris la peine de demander. Il ne savait pas parce qu'il était trop occupé à bâtir son empire et à coucher avec son assistante pour jeter un regard en arrière. Il n'a pas le droit de savoir. Nathalie tenta de se redresser, haletant sous une violente décharge de douleur. Doucement, doucement, l'apaisa Jacqueline. Repose-toi. Non. Appelez l'infirmière. La voix de Nathalie était faible, mais sa détermination était d'acier. Dites à l'infirmière de le faire entrer, et ensuite, je veux que vous nous laissiez seuls. Nathalie, en es-tu certaine? Tu n'es pas assez forte pour ça. J'ai été assez forte pour porter cet enfant pendant 9 mois alors que mon cœur lâchait. Je suis largement assez forte pour regarder ce salaud droit dans les yeux. Nathalie se laissa retomber contre les oreillers, l'adrénaline de sa fureur lui procurant une étrange et froide lucidité. Il voulait la voir. Il voulait des réponses. Très bien. Elle allait les lui donner. Elle allait lui montrer exactement ce qu'il avait jeté aux ordures. Et elle allait s'assurer qu'il comprenne parfaitement qu'il n'avait plus aucun pouvoir ici. Cette chambre, cet enfant, cette victoire, tout cela lui appartenait à elle, et à elle seule. La porte de la chambre 308 s'ouvrit avec le sifflement discret du vérin hydraulique. Christophe de Montfort pénétra dans la pièce, se sentant comme un intrus profanateur. La chambre était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par la lueur des écrans de contrôle près du lit. L'air empestait l'antiseptique et quelque chose de plus métallique, le sang. Nathalie était adossée à une montagne de coussins, le visage livide et cireux, de profonds cernes sous ses yeux qui ressemblaient à des ecchymoses. Elle était reliée à une perfusion et à un moniteur cardiaque qui émettait un bip lent et régulier. Elle paraissait d'une fragilité absolue, mais lorsque son regard croisa le sien, ses yeux étaient durs comme du granit. « Vous êtes venu » constata-t-elle. Sa voix n'était qu'un murmure rauque et éraillé. « Nathalie. Mon Dieu. » Il fit un pas en avant, les poings serrés le long du corps, rongé par l'envie de tendre la main vers elle, de réparer tout cela, de remonter le temps. « Je vous ai vu dans le couloir. Je ne savais pas. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? » Un petit son amer s'échappa des lèvres de Nathalie. Ce n'était pas un rire. C'était le bruit de l'air s'échappant d'un poumon perforé. Vous le dire et interrompre vos vacances aux Maldives ou votre discours au sommet de Davos? Je suis navré, Christophe. J'ai dû égarer le numéro de téléphone de votre nouvelle conquête.
Le sarcasme le frappa avec la violence d'un coup de poing. Nathalie, ce n'est pas juste. Pas juste? Elle se redressa légèrement, grimaçant de douleur. Vous osez me parler de justice? Ce qui est juste, c'est de signer les papiers du divorce d'une main tout en réservant des vols avec elle de l'autre? Ce qui est juste, c'est de déclarer au magazine Les Échos que votre ex-femme ne partageait plus votre vision. Pendant que j'étais seul chez moi à vomir à cause des nausées matinales et de mes médicaments pour le cœur? N'osez pas entrer dans cette chambre pour me donner des leçons de morale. Le bébé. Il avait presque oublié. Ses yeux dardèrent vers le berceau en plastique transparent, vide, dans un coin de la pièce. Le bébé. Est-ce que c'est un? C'est un garçon, coupa sèchement Nathalie. Il s'appelle Mathis. Mathis Morel. Et oui, Christophe, il est de vous. Toutes mes félicitations. Vous êtes père. Il est de vous. Ces mots détonnèrent dans le silence de la pièce. Christophe s'agrippa aux pieds en aluminium du lit médicalisé, les jambes flageolantes. Un fils. Il avait un fils. Mathis, répéta-t-il, savourant la sonorité du prénom. Nathalie, je vous jure devant Dieu que si j'avais su, vous auriez. J'aurais fait quoi? Le miel au défi, sa voix s'élevant avec une force qu'il ne lui soupçonnait pas. Vous seriez revenu, vous auriez joué le rôle du mari dévoué par pur sens du devoir, vous m'auriez piégé dans un mariage que vous aviez déjà mis en pièces. Je ne voulais pas de votre pitié, Christophe. Je ne voulais plus de vous à l'époque, et je n'en veux certainement pas aujourd'hui. Il ne s'agit pas de pitié, rétorqua-t-il, son propre désespoir refaisant surface. Il s'agit de mon fils. Vous n'aviez aucun droit de me cacher cela. Aucun droit. J'en avais tous les droits, s'écria-t-elle, des larmes de rage débordant enfin. J'avais le droit absolu de me protéger, moi et mon enfant, de votre besoin étouffant et égoïste de tout contrôler. Vous bâtissez des empires, Christophe. Vous façonnez les quartiers d'affaires. Mais vous n'avez pas le droit de façonner cela. C'est unique chose. Il est à moi. Avant qu'il ne puisse formuler une réponse, la porte s'ouvrit à la volée. Christophe, qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Léa se tenait sur le seuil, le visage déformé par l'incompréhension et la fureur. Ses yeux passèrent frénétiquement de Christophe à Nathalie, puis au moniteur cardiaque, pour finir sur le berceau vide. Sa comédie antérieure sur son mal de ventre s'était évanouie, remplacée par la morsure à vif de la trahison. Léa, ce n'est vraiment pas le moment, tenta de tempérer Christophe, essayant vainement de reprendre le contrôle, de gérer l'ingérable. Pas le moment? Je te BIPE depuis 1 heure. Le médecin m'a dit que mon estomac va très bien, c'est juste le stress. Et je comprends pourquoi, te voir dans une maternité avec elle. Qui est-ce? Et quel bébé? Elle pointa un doigt tremblant vers le petit berceau. Le silence dans la pièce devint électrique, vibrant sous les courants contradictoires du choc, de la rage et du chagrin. Nathalie, avec un calme qui s'avéra bien plus terrifiant que le moindre hurlement, répondit à sa place. Je suis son ex-femme. Et ceci est le berceau de son fils. Léa eut l'air d'avoir reçu une gifle en plein visage. Son regard foudroya Christophe. Son fils. Tu as un gosse avec elle? Les mots sortirent dans un murmure étranglé, avant de monter en crescendo. Tu m'as menti. Pendant tout ce temps, nos projets. Tu m'as laissé faire des plans sur notre avenir. Et tu cachais ce secret. Léa, je te jure que je l'ignorais, la supplia Christophe, voyant son univers s'effondrer sur 2 fronts simultanés. Je viens tout juste de l'apprendre. Je suis aussi choqué que toi. Choqué? Léa laissa échapper un rire aigu, presque hystérique. Oh, ça arrange tout, n'est-ce pas? Et moi, que suis-je, Christophe? N'étais-je que la partie sans complication de ta vie pendant que tu jouais au papa et à la maman de l'autre côté? Ce n'est pas du tout ça. Choisis, cracha soudainement Léa, sa voix descendant dans un ultimatum bas et redoutable. Elle fit un pas vers lui, le regard noir. Tu choisis, Christophe. Ici et maintenant. Soit tu sors de cette chambre avec moi, et nous ne parlerons plus jamais de cette histoire ni d'elle. Soit tu restes. Tu restes ici avec tes bagages. Elle désigna Nathalie d'un geste empreint d'un profond dégoût.
Christophe resta pétrifié. Il regarda Léa, la femme qui représentait la vie qu'il s'était construite, un avenir rapide, brillant et puissant. Puis il regarda Nathalie, la femme dont il s'était débarrassé, qui gisait brisée dans un lit d'hôpital, venant tout juste de frôler la mort pour donner naissance à son fils. Le moniteur cardiaque émettait son bip. Constant, imperturbable. J'ai besoin d'une minute, balbutia Christophe. Léa, attends-moi dehors. Nous pourrons en discuter. Non. Sa décision était irrévocable. Plus de discussion. Plus de négociations. Choisi. Il en était incapable. Son ambition et sa conscience se livraient une guerre impitoyable, et il se trouvait paralysé dans le no man's land qui les séparait. Léa observa son indécision, et son expression se durcit en une froideur définitive. Je vois, dit-elle d'une voix sourde. Elle détacha la lanière de son sac Gucci à 10 000 € qu'il lui avait offert la semaine précédente, et le jeta avec mépris à ses pieds. Fais une belle vie, Christophe. Envoie-moi un chèque pour mes affaires. Elle tourna les talons et disparut, l'écho de ses pas s'éloignant inexorablement dans le couloir. Le silence qui s'abattit alors fut encore plus lourd, plus suffocant qu'auparavant. Christophe se retrouvait seul au milieu des ruines. Il venait de perdre sa maîtresse, son image minutieusement façonnée, et la toute dernière once de sa dignité. Il se tourna de nouveau vers Nathalie. Elle n'avait même pas regardé Léa partir. Ses paupières étaient closes, son visage rendu livide par un épuisement si profond qu'il s'apparentait à la mort. Vous devriez partir, murmura-t-elle sans ouvrir les yeux. Vous avez causé suffisamment de dégâts pour une seule journée, Nathalie. Sortez, Christophe. Il brûlait de débattre. Il brûlait de la supplier. Il voulait voir son fils. Mais l'intransigeance absolue dans sa voix était sans appel. Il venait d'être congédié. Il fit demi-tour et quitta la chambre, le bip lent et régulier de son moniteur cardiaque le poursuivant dans le couloir, résonnant tel un compte à rebours sur une existence qu'il ne reconnaissait plus. Christophe conduisit sans but pendant 1 heure à travers les rues de Paris, rendues glissantes par la pluie battante. Les essuie-glaces de sa Mercedes Classe S battaient la mesure à un rythme frénétique, faisant écho à la panique qui oppressait sa poitrine. Il n'était pas seulement un homme dans la tourmente. Il était un homme en chute libre, et il venait tout juste de réaliser qu'il n'y avait plus de filet en dessous de lui. Il avait perdu Léa. Ce serait un véritable cauchemar logistique et mondain. Leur rupture alimenterait les ragots du Figaro et des cercles d'affaires pendant des semaines. Mais ce n'était que du bruit de fond. Le seul véritable phare dans cette tempête s'appelait Nathalie, et Mathis. Il se retrouva, sans y avoir réfléchi, garé devant une petite maison bourgeoise et soignée dans les hauteurs escarpées de Montmartre, un quartier au charme parisien d'antan, à des kilomètres de l'univers de verre et d'acier de la Défense dans lequel il évoluait habituellement. C'était là que Nathalie avait grandi. C'était la maison de sa mère. Il resta un long moment dans sa voiture, le moteur cliquetant dans le silence de la rue pavée. Que diable venait-il faire ici? Que pourrait-il bien dire? Désolé d'avoir détruit la vie de votre fille et d'avoir failli la tuer? Il s'extirpa de l'habitacle. L'air était frais, imprégné des odeurs de terre humide et de feu de bois. Il remonta l'allée de pierre et frappa à la lourde porte en chêne massif. Elle s'ouvrit presque instantanément sur Jacqueline Morel. C'était une femme de petite taille, mais elle se tenait sur le pas de sa porte avec la prestance inébranlable d'un roc. Elle portait un tablier, ses mains étaient couvertes de farine, mais son regard était d'acier trempé. Vous ne manquez pas d'audace, Christophe de Montfort, lâcha-t-elle d'une voix basse, mais vibrant d'une fureur contenue. Jacqueline, je vous en prie. J'ai besoin de savoir. Est-ce qu'elle va bien? Et le bébé? Elle se repose. Et ce n'est certainement pas grâce à vous. Vous débarquez dans sa chambre d'hôpital, vous amenez cette gamine avec vous, et vous la soumettez à un ultimatum après tout ce qu'elle vient de traverser. Je ne lui ai posé aucun ultimatum. C'est Léa qui l'a fait. Je ne savais même pas ce qui se passait. Jacqueline laissa échapper un rire sec et incrédule. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il ne s'agit que d'une histoire de bébé? Vous vous imaginez que vous pouvez débarquer ici, revendiquer votre paternité,
et régler le problème en sortant votre carnet de chèques? Je veux aider. Je veux faire ce qui est juste. Ce qui est juste? Elle s'écarta, lui offrant une sinistre invitation. Entrez, Christophe. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le devoir. Laissez-moi vous raconter l'histoire que vous étiez trop occupé pour écouter. Il pénétra dans la demeure. L'intérieur était chaleureux, embaumant le pain chaud et le bois ciré. C'était un véritable foyer, et le contraste avec la froideur aseptisée de son propre pentouze lui noua l'estomac. Jacqueline ne lui proposa pas de s'asseoir. Elle se tint au centre de son salon, les bras croisés, telle une guerrière en deuil défendant sa progéniture. Nathalie a appris qu'elle était enceinte 2 jours très exactement après que vous ayez déposé votre demande de divorce. Elle a découvert qu'elle souffrait d'une cardiomyopathie du péripartum 1 semaine plus tard. Savez-vous au moins de quoi il s'agit? Christophe? Ou ne lisez-vous que les bilans comptables? Il secoua la tête, se sentant soudain minuscule. C'est une insuffisance cardiaque provoquée par la grossesse. Les médecins lui ont dit sans le moindre détour que mener cette grossesse à terme risquait de la tuer. Ils lui ont fortement conseillé d'interrompre la grossesse. Christophe sentit le sang déserter son visage. Il s'agrippa au dossier d'une chaise pour ne pas flancher. Mon Dieu! Oui. Mon Dieu! Et savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle les a envoyés au diable. Elle a déclaré que cet enfant était la seule chose pure qui émergerait des décombres de son mariage. Et qu'elle ne le sacrifierait pour rien au monde. Pourquoi? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit, murmura-t-il, la voix brisée. Je l'aurais aidé. Les meilleurs spécialistes. Les yeux de Jacqueline flamboyèrent. Oh, oui, vous l'auriez aidé. Vous auriez fait venir des pontes de la médecine à grands frais. Vous l'auriez enfermé dans une cage dorée pour surveiller sa moindre respiration. Et vous lui en auriez tenu rigueur. Vous l'auriez regardé avec cette même pitié que vous lui avez témoignée durant la dernière année de votre mariage. Vous seriez resté par pure obligation. Et ma fille? Ma fille préférait de loin mourir seule plutôt que de vivre en étant votre fardeau. La brutalité de cette vérité le frappa avec la violence d'un coup physique. Elle avait entièrement raison. Il aurait considéré cela comme une complication supplémentaire, un énième problème logistique à gérer. Il ne l'aurait pas vu, elle. Alors, elle l'avait fait sans lui. Jacqueline poursuivit, sa voix se brisant pour la toute première fois. J'ai vu ma fille vendre ses bijoux. Les bijoux que vous lui aviez offerts, afin de payer les spécialistes que le docteur Rostand lui recommandait. Je lui ai tenu la main alors qu'elle passait des échocardiographies chaque semaine. Priant le ciel pour que sa fraction d'éjection n'ait pas encore chuté. J'ai dormi sur son canapé parce qu'elle était terrorisée à l'idée de mourir dans son sommeil. Tout cela pendant que vous vous pavaniez dans les galas de charité. Photographiez avec cette fille à votre bras. Vous n'avez pas seulement abandonné votre épouse, Christophe. Vous avez abandonné une femme malade, morte de peur, qui se battait pour sa survie et pour celle de votre fils. Christophe s'effondra sur la chaise. L'immense forteresse de mensonges qu'il avait bâtie autour de lui, toutes ses justifications, le récit du mariage en bout de course, la séparation en douceur. Tout venait d'être rasé. Il n'était pas un homme de pouvoir ayant dû faire un choix difficile. Il était un lâche. Un lâche sur le plan moral et émotionnel. Elle l'a appelé Matisse, articula-t-il, la gorge serrée. Oui. Parce que c'est un prénom qui symbolise la force et la promesse. Parce que c'est ce qu'il représentait pour elle. Il était sa seule raison de continuer à se battre. Jacqueline s'approcha enfin et s'assit, la colère quittant son corps, ne laissant dans son sillage qu'une tristesse vaste et lasse. Elle est en haut. Elle essaie de dormir. Le bébé est dans sa chambre. Vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez pas le voir. Pas aujourd'hui. Et peut-être même jamais. Vous devez partir. Jacqueline, que puis-je faire, l'implora-t-il. Je vous en supplie, il doit bien y avoir quelque chose. Elle l'observa longuement, en silence, comme si elle le voyait véritablement pour la première fois.
Plus comme le milliardaire magnate de l'immobilier, mais comme un homme brisé. Vous voulez faire quelque chose, dit-elle d'une voix plate. Rentrez chez vous, Christophe, et pour la première fois de votre existence. Regardez l'homme que vous êtes vraiment en face. Déterminez ce que vous êtes prêt à perdre pour réparer vos erreurs. Parce que vous ne pourrez pas acheter votre rédemption. Vous allez devoir saigner pour l'obtenir. Exactement comme elle l'a fait. Elle se leva et ouvrit la porte d'entrée. Il sortit, retournant sous la pluie battante. Un homme mis à nu. Le trajet de retour vers son Penthouse ne fut qu'un immense flou. Il pénétra dans son vaste appartement aux cloisons de verre dominant les toits de Paris. Cette vue vertigineuse, qui lui donnait habituellement le sentiment d'être un roi, ne lui parut que glaciale et d'un vide absolu. Il se dirigea vers son bar, se versa un verre de Macallan vieux de 25 ans, et contempla son propre reflet dans l'obscurité de la baie vitrée. Jacqueline avait raison. Il ne faisait pas face à une simple crise familiale. Il était confronté au jugement final de son âme, et le prix de sa rédemption s'annonçait infiniment plus lourd que n'importe quelle transaction qu'il n'avait jamais conclue. Les 48 heures qui suivirent furent une véritable leçon de déconstruction. Christophe de Montfort, l'homme dont l'identité entière reposait sur le contrôle absolu, perdit pied. Il ne dormit pas. Il arpenta la vaste étendue désertique de son Penthouse, l'horizon parisien le narguant de sa beauté froide et indifférente. Il ressassait la moindre parole de son échange avec Jacqueline. Vous allez devoir saigner pour l'obtenir. Son premier réflexe fut, inévitablement, celui d'un grand patron, régler le problème à la source. Il contacta son banquier privé pour ordonner un virement, une donation à 7 chiffres vers un nouveau fonds fiduciaire au nom de Nathalie. C'était la solution de facilité, indolore. Il s'apprêtait à cliquer sur « Valider » lorsque la voix de Jacqueline résonna à nouveau. Vous vous imaginez que vous pouvez régler le problème en sortant votre carnet de chèques? Il annula l'ordre de transfert. Il ne s'agissait pas d'une fusion-acquisition hostile. C'était une opération de sauvetage. Et ce qui devait être sauvé n'était autre que sa propre humanité. La première véritable perte ne vint pas de sa conscience, mais de ses ambitions. Son téléphone sonna. L'écran afficha « Julien Vallet ». Le père de Léa, un puissant investisseur en capital risque dont le fonds était le principal bailleur du colossal projet immobilier de Neuilly, évalué à 800 millions d'euros. Christophe. Le ton de Julien était polaire. Ma fille vient d'atterrir à Moï. Elle est dans un état de détresse absolue. Elle m'a raconté une histoire tout bonnement hallucinante à propos de vous, de votre ex-femme et d'un enfant illégitime. Julien, ce n'est pas ce que vous croyez. C'est une situation complexe, tenta de justifier Christophe, la vieille machine des relations publiques se remettant en route. Épargnez-moi ça, trancha Julien. Je me moque éperdument de votre sordide mélodrame de boulevard. Ce qui m'importe, c'est la dignité de ma fille et la réputation de mon fonds d'investissement. Nous ne nous associons pas avec des hommes qui se trouvent à un titre de presse à scandale de l'implosion morale. Capital Vallet se retire immédiatement du projet de Neuilly. Nos avocats prendront contact avec les vôtres. La ligne fut coupée nette. Christophe fixa le combiné. Ça y était. La première véritable goutte de sang. Il ne s'agissait pas seulement de perdre un partenaire financier. C'était un véritable torpillage. Le retrait de Capital Vallet allait déclencher une réaction en chaîne de défauts de paiement. Cela pouvait purement et simplement le ruiner. C'était le prix à payer. Son empire, ou son fils. L'espace d'une fraction de seconde, il envisagea de rappeler Julien, de le supplier, de mentir, de broder un nouveau scénario. Mais il était tellement épuisé par tous ces mensonges. Tellement épuisé de maintenir cette façade intacte. Il prit une autre décision, il appela maître Marc Tillet. Marc. Julien Vallet vient de se retirer du projet de Neuilly. Quoi? Grand Dieu, Christophe, vous devez rattraper le coup. Présentez vos excuses. Envoyez une voiture à sa fille, quoi qu'il en coûte. Non, répondit Christophe d'une voix sourde mais inébranlable. C'est terminé. J'ai besoin que vous fassiez autre chose.
Je veux que vous trouviez le nom de chaque spécialiste médical que Nathalie Morel a consulté au cours des 9 derniers mois. Chaque cardiologue. Chaque obstétricien. Je veux la liste exhaustive de toutes ces factures médicales. Et je veux que vous les régliez toutes, de façon totalement anonyme, via un compte privé. Christophe, agir ainsi équivaut à admettre votre responsabilité légale. C'est. Je me moque de ce que c'est. Faites-le, un point c'est tout. Et Marc. Je veux que vous rédigiez les statuts d'un trust au nom de Mathis Morel. Je l'abonde avec 50 millions. Un silence sidéré accueillit cette annonce. 50. Christophe, avez-vous perdu la raison? Et avec quoi allez-vous? Une dernière chose. Liquider la totalité de mes parts personnelles dans le projet de la Tour de la Défense. Couvrez le retrait de Capital Valais. Nous absorberons la perte. Le projet continuera, mais revu à la baisse. Je me fiche du dernier étage panoramique. Annulez-le. Il était en train de démanteler son propre héritage, d'abattre de ses mains les monuments qu'il s'était érigés. Et pourtant, à chaque ordre prononcé, à chaque million sacrifié, le poids écrasant qui lui comprimait la poitrine s'allégeait d'une infime fraction. Il raccrocha, prit une douche, et enfila les vêtements les plus usés qu'il possédait, un vieux jean et un pull en cachemire gris un peu déformé. Il prit le volant, non pas pour se rendre au siège de son entreprise, mais en direction d'un supermarché Monoprix. Il déambula dans les allées, se sentant comme un extraterrestre, et remplit un caddie de paquets de couches, de boîtes de lait en poudre, de lingettes pour bébé, et d'un petit éléphant en peluche d'une grande douceur. Puis il reprit la route vers Montmartre. Il ne frappa pas. Il se contenta de déposer cette montagne de provisions sur le perron de Jacqueline. Il s'apprêtait à tourner les talons lorsque la porte d'entrée s'ouvrit. Jacqueline se tenait là, les bras croisés. Elle regarda les provisions, puis posa les yeux sur lui. Son expression demeurait indéchiffrable. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, murmura Christophe, la voix écorchée. Je ne peux pas effacer cette dernière année. Mais je peux. Je peux être cela. Je peux être l'homme qui apporte les couches. Je peux être l'homme qui règle les factures. Je ne l'importunerai pas. Je ne demanderai rien en retour. Laissez-moi simplement aider. Je vous en prie. Jacqueline l'observa, notant les profonds sillons violacés sous ses yeux, la détresse sincère qui s'en dégageait. Elle jeta un œil au paquet de couches. Elle n'a que faire de votre lait en poudre, lâcha-t-elle d'un ton bourru. Elle l'allait au sein. Oh. C'est juste. Je l'ignorais. Jacqueline laissa échapper un long et lourd soupir. Le jardin est dans un état lamentable, Christophe. Et les gouttières sont pleines de feuilles mortes. J'étais censée faire venir un artisan, mais ces derniers mois ont été compliqués. Christophe contempla les gouttières débordantes, puis la pelouse clairsemée. Je peux m'en charger, proposa Théil. Il y a une échelle dans la remise au fond, déclara-t-elle avant de se tourner pour rentrer. Elle marqua un temps d'arrêt sur le pas de la porte. Elle a un rendez-vous de suivi avec le docteur Rostand mardi matin, à la Salpêtrière, à 10h. Non pas que vous y soyez conviés. Elle referma la porte. Christophe de Montfort, le milliardaire magnate de l'immobilier, se dirigea vers la remise, sortit l'escabeau, et entreprit de curer les gouttières sous la pluie. C'était la première journée de labeur honnête qu'il accomplissait depuis une bonne décennie. La rédemption n'est pas un éclair divin. C'est une longue et laborieuse ascension sur un sentier escarpé. Pour Christophe de Montfort, les 3 mois qui suivirent constituèrent l'épreuve la plus longue de son existence. Il tint parole. Il n'appela jamais. Il n'envoya aucun message. Il n'exigea pas le droit de voir son fils. Mais il était là. Chaque mardi matin, il se trouvait dans la salle d'attente de l'Institut de cardiologie de la Salpêtrière. Il s'asseyait dans un coin, feignant de lire le Wall Street Journal, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine, jusqu'à ce que Nathalie et sa mère sortent du cabinet. Il se contentait alors d'adresser un hochement de tête à Jacqueline. Nathalie refusait obstinément de croiser son regard. Mais elle le voyait.
Il était un point d'ancrage fixe, une sentinelle silencieuse. Chaque samedi, il se rendait à la maison de Montmartre. Il ponça et revernissa le perron. Il arracha les mauvaises herbes des massifs, sentant cette terre humide si peu familière sous ses ongles autrefois parfaitement manucurés. Il assembla un berceau scandinave d'une complexité diabolique que Nathalie avait commandé, jurant à voix basse dans la chambre d'enfant pendant que Jacqueline tenait Mathis dans ses bras, le regard placide et curieux du nouveau-né posé sur lui. Il apprit à connaître son fils à travers des regards volés. Il remarqua qu'il avait hérité de l'épaisse chevelure brune de Nathalie, lui sembla-t-il, de son propre menton volontaire. Sa vie professionnelle était en réanimation de crise. Le projet de Neuilly avait été sauvé, mais au prix de sacrifices colossaux. Il avait vendu son luxueux penthouse du 16e arrondissement, ce monument érigé à sa propre vanité, pour s'installer dans un appartement fonctionnel mais modeste dans le quartier des Batignolles. Il n'était plus le roi de l'immobilier parisien. Il n'était plus qu'un homme s'efforçant de maintenir son entreprise à flot pendant qu'il expiait ses fautes. Le miracle, tel que l'espèrent les contes de fées, ne se produisit jamais. Les miracles, Christophe l'avait appris à ses dépens, n'existaient pas dans le monde réel. La vie réelle était une question d'acharnement. La CMPP de Nathalie ne s'évapora pas par magie. Ce fut une longue et angoissante bataille. Sa fraction d'éjection, qui aurait dû dépasser les 50%, stagnait dangereusement autour de 35 ou 38%. C'était une lutte quotidienne, orchestrée à grand renfort de bêta-bloquants, d'inhibiteurs et d'un régime sans sel d'une sévérité implacable. La véritable crise frappa lors d'un jeudi pluvieux. Christophe était en pleine réunion budgétaire lorsque son téléphone s'illumina. Jacqueline Morel. Son sang se glaça dans ses veines. Il s'empara du téléphone. Jacqueline, que se passe-t-il? Elle ne va pas bien du tout, Christophe. La voix de Jacqueline était étranglée par la panique. Elle a beaucoup de mal à respirer. Elle a des vertiges. J'ai appelé le SAMU. Nous sommes en route pour les urgences de la Salpêtrière. Il avait quitté la pièce avant même qu'elle ne termine sa phrase. J'arrive immédiatement. Il devança l'ambulance de justesse. Il patientait devant les portes coulissantes des urgences lorsqu'ils la sortirent sur le brancard. Elle était d'une pâleur effrayante, ses lèvres légèrement bleutées, un masque à oxygène s'embuant au rythme de ses respirations superficielles. Ses yeux rencontrèrent les siens, écarquillés par la terreur. Mathis, Alta-T-L. Je vais le chercher, assura Christophe en serrant sa main. Ne vous inquiétez pas pour Mathis. Contentez-vous de vous battre. Vous m'entendez, Nathalie? Battez-vous. Au cours des 72 heures qui suivirent, l'univers se résuma aux dimensions d'une chambre d'hôpital. Nathalie avait été placée en soins intensifs cardiologiques. Son cœur peinait à drainer le liquide accumulé dans ses poumons. Son état était critique, et Christophe prit en charge son fils. Pour la toute première fois, il se retrouva en tête-à-tête avec Mathis. Jacqueline était dévastée, campant jour et nuit au chevet de sa fille. Elle lui avait tendu le sac à langer avec un sanglot, « Vous devez vous en occuper. » Je n'en ai pas la force. Il avait ramené Mathis dans son appartement des Batignolles, et l'expérience fut terrifiante. Il s'empêtra misérablement avec les couches. Il fit chauffer le biberon de lait maternel, Jacqueline en possédait un congélateur entier, à la mauvaise température, avant de devoir le refroidir en catastrophe. Tout cela pendant que Mathis hurlait à plein poumon, son minuscule visage déformé par un masque de colère écarlate. Au beau milieu de la nuit, alors que Mathis pleurait toujours, Christophe était lui-même au bord des larmes. Il était exténué, mort de peur pour Nathalie, et échouait lamentablement dans la seule et unique tâche qu'on lui avait confiée. Chut! Chut! Mathis, allez, mon grand, supplia-t-il en berçant l'enfant contre son épaule. Instinctivement, il se mit à fredonner un vieil air oublié, une ritournelle de la chanson française que son propre père fredonnait jadis dans son atelier d'ébénisterie. C'était une mélodie simple, répétitive. Les pleurs de Mathis baissèrent d'intensité. Il eut un hoquet, puis enfouit sa tête dans le creux du cou de Christophe. Et finalement, il s'endormit. Christophe s'effondra sur son canapé,
ce minuscule poids tiède reposant sur sa poitrine. Et il pleura. Il pleura pour Nathalie, pour son fils, pour les années gâchées par sa propre fatuité, et pour l'amour profond, inconditionnel et terrifiant qui envahissait désormais ses veines. Ce n'était plus de la culpabilité. Ce n'était plus une obligation. C'était simplement cela. Il venait enfin de comprendre. Le lendemain matin, il amena Mathis à l'hôpital. L'état de Nathalie s'était stabilisé. Le traitement diurétique avait fait effet. Elle était très affaiblie, mais des couleurs étaient revenues sur ses joues. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant Mathis dans ses bras. Nathalie l'observa, son expression toujours aussi indéchiffrable. Il a été sage, finit par dire Christophe. Il n'aime pas quand son lait est trop chaud. Et il apprécie qu'on lui chantonne doucement. Le regard de Nathalie s'adoucit imperceptiblement. Vous êtes resté avec lui toute la nuit? Bien sûr que oui. Il s'avança, et sans même demander l'autorisation, déposa délicatement Mathis au creux de son bras. Le bébé se blottit instantanément contre sa mère. Nathalie baissa les yeux vers son fils, puis les releva vers Christophe. Le granit qui figeait autrefois son regard avait disparu. La glace avait fondu. Ce qu'il en restait était quelque chose de nouveau, de fragile et d'hésitant. Merci, Christophe, murmura-t-elle. Il se contenta d'opiner du chef, la gorge bien trop nouée pour esquisser une réponse. Il n'avait que faire d'un miracle. Il avait simplement besoin de ça. Il avait juste besoin qu'il s'en sorte. 1 an plus tard, la demeure de Montmartre était baignée de quiétude, à l'exception du fracas d'une tour de petits cubes en bois s'effondrant sur le parquet, immédiatement suivi d'un gloussement de ravissement. Mathis, à présent âgé de 13 mois, était une véritable force de la nature. Il marchait, ou plus exactement titubait, avec l'insouciance ivre et joyeuse propre à son âge. Christophe était assis à même le sol du salon, réempilant patiemment les cubes en bois. Son costume-cravate avait été abandonné depuis bien longtemps au profit d'un jean et d'un vieux sweatshirt délavé. Encore, exigea Mathis en tapant dans ses petites mains. D'accord, une dernière fois. Mais celle-ci sera un véritable gratte-ciel, annonça Christophe en équilibrant soigneusement un cube rouge sur un cube bleu. Nathalie les observait depuis son fauteuil, une tasse de thé fumant entre les mains. Elle était, à tous égards, une femme métamorphosée. Ses cheveux étaient coupés en un carré court très élégant. Ses joues avaient retrouvé leur éclat. Sa dernière échocardiographie s'était révélée triomphale. Sa fonction cardiaque avait atteint les 55%. Elle était officiellement en rémission. Elle n'était pas guérie, mais elle était stable. Elle vivait. Elle avait également, avec une extrême prudence, laissé Christophe réintégrer sa vie. Pas en tant qu'époux. Pas même en tant que partenaire. Mais en tant que père de Mathis. Il n'avait jamais failli à sa promesse. Il avait été présent à chaque consultation médicale. Il s'était occupé de Mathis les week-ends pour qu'elle puisse se reposer. Il avait démantelé son ancienne vie avec une efficacité tranquille et implacable, pour en reconstruire une nouvelle, plus modeste, mais infiniment plus solide et honnête. Son entreprise avait survécu, allégée et moins tapageuse. Ironiquement, il en tirait un respect bien plus grand dans le milieu des affaires. Il n'avait jamais rien réclamé à Nathalie. Il n'avait jamais fait la moindre pression pour une réconciliation. Il s'était contenté d'accomplir son devoir. Il sera ingénieur. Exactement comme vous, commenta Nathalie, la voix teintée d'amusement. Il est fasciné par la façon dont les choses s'assemblent. Ou bien, rétorqua Christophe en posant l'ultime cube, il sera architecte paysagiste, comme sa maman. C'est juste qu'il préfère la phase de démolition. Il adressa un clin d'œil à Mathis. Prêt? 3, 2, 1. Mathis poussa un cri de joie et renversa la tour. Plus tard dans la soirée, alors que Mathis était profondément endormi, Christophe et Nathalie s'assirent sur la balancelle du perron qu'il avait réparé. L'air était rafraîchissant, transportant avec lui les effluves du jasmin que Jacqueline avait planté. La réunion de mon groupe de soutien sur la CMPP a lieu demain, lui confia Nathalie. Celui que j'ai fondé sur Internet. Il a pris une ampleur incroyable, Christophe.
nous accompagnons des femmes venues de la France entière. Une revue médicale souhaite même m'interviewer. C'est exceptionnel, Nathalie. Il la regarda, son admiration n'ayant rien de fin. Vous venez en aide à tant de personnes. Vous avez pris la pire épreuve qui vous soit arrivée, et vous l'avez transformée en cela. Vous êtes extraordinaire. Nathalie demeura silencieuse un instant, s'imprégnant de ces paroles. L'ancien Christophe aurait immédiatement proposé de financer le projet, de le monétiser à grande échelle. Le nouveau Christophe se contentait de l'écouter. J'ai longuement réfléchi, reprit-elle, sa voix se faisant plus douce. Ça a été tellement difficile d'affronter tout cela seule. Être une mère célibataire, gérer ma maladie. Mais vous n'avez pas été un fardeau. Vous avez été un véritable pilier. Et je crois que je suis fatiguée d'être seule. Le cœur de Christophe manqua un battement. Il se tourna vers elle, n'osant même pas formuler le moindre espoir. Je ne sais pas si je pourrai un jour vous faire confiance de la même manière qu'autrefois, poursuivit-elle, son regard plongeant directement dans le sien sans sourciller. Cette fois aveugle. Elle n'est plus. Vous l'avez brisée. Il hocha la tête, acceptant sans mot dire cette amère vérité. Je le sais. Mais, ajouta-t-elle, je vois l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Je vous observe avec Mathis. Je vous vois ici. Avec nous. Et je me dis que nous pourrions peut-être bâtir quelque chose de nouveau. Pas ce que nous avions avant. Quelque chose de différent. Quelque chose de vrai. Christophe sentit des larmes lui brûler les yeux. Il tendit la main, non pas pour la gripper, mais pour la lui offrir. Il laissa sa main, paume vers le ciel, reposée sur le bois de la balancelle, entre eux. Je ne suis plus l'homme que j'étais, Nathalie, dit-il, la voix altérée par l'émotion. Et je ne vous demande aucunement pardon. Je vous demande simplement l'opportunité d'être l'homme que vous les Mathis méritez. Après un long et pesant silence, Nathalie glissa sa main dans la sienne. Sa peau était chaude. Sa poigne était assurée. D'accord, Christophe, murmura-t-elle. Bâtissons quelque chose de nouveau. Il porta délicatement sa main à ses lèvres, dans un geste de pure révérence. Ce n'était pas la fin d'un conte de fées. C'était infiniment plus précieux. C'était réel. C'était une fondation bâtie non pas sur l'image ou l'ambition démesurée, mais sur des vérités implacables, sur une confiance rudement reconquise, et sur la force têtue et résiliente d'une famille qui avait refusé de demeurer brisée. Ce récit n'est pas l'illusion d'une guérison parfaite et magique. C'est le témoignage de l'âpre labeur quotidien qu'exige la véritable rédemption. Christophe, Nathalie et le petit Mathis redevinrent une famille. Non pas en dépit de la trahison, mais grâce aux cendres qu'elle avait laissées. Ils reconstruisirent leur existence sur un socle nouveau, fait d'une honnêteté brutale, d'un respect mutuel et d'un amour qui s'était forgé dans les flammes de l'épreuve. L'association de soutien de Nathalie s'éleva pour devenir une fondation d'envergure nationale, sauvant d'innombrables vies. Et Christophe de Montfort comprit, enfin, que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'érection de gratte-ciel vertigineux, mais dans la simple et puissante volonté d'être présent, jour après jour, pour ceux que l'on chérit. Ce récit n'est pas qu'une simple fiction. Inspirée de faits réels, cette histoire démontre que même après les gouffres les plus sombres, la dignité, la résilience et les véritables secondes chances demeurent possibles. Chers lecteurs, si cette chronique de force et de rédemption a touché votre âme, n'hésitez pas à partager votre appréciation et à vous abonner à notre recueil pour que de tels récits continuent de voir le jour. Gardez l'esprit ouvert et le cœur attentif, afin de ne manquer aucune de nos futures œuvres.